Bonsoir. Donc pour cette deuxième partie, je viens vous présenter un petit sujet de projet hobbyiste aussi. Cette fois avec une dimension un petit peu embarquée, puisque je vais vous parler de Rust sur microcontrôleur et plus spécifiquement en OSTD. Donc je m'appelle Alexis Autoré, je travaille pour une société qui s'appelle Bootlin. Le jour, je suis plutôt intéressé par des thématiques autour du noyau Linux. Donc en gros, je fais du device driver, je travaille dans des sous-systèmes Linux, je modifie le kernel. Et ça n'a aucun rapport avec la présentation d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je viens plutôt vous parler de la deuxième partie. Sur mon temps libre, je fais de la bidouille autour de l'électronique, du logiciel embarqué, de l'impression 3D. Et donc avec des amis, on a monté une petite plateforme de jeu qui s'appelle NeonBits. Ah, j'ai du lag sur les slides. Voilà. Donc en gros, on a développé un système complètement custom pour animer des jeux pendant les soirées et un jeu bien particulier, un système de blind test. Donc comment ce jeu fonctionne exactement? On a des buzzers physiques, donc chaque joueur ou chaque équipe va vraiment avoir un buzzer devant lui en mode question pour un champion. Il y aura une chanson qui va passer en mode masqué, on n'aura que l'audio. Et le but, c'est les équipes qui sont en compétition pour deviner le plus vite possible la chanson. Donc on s'est amusé à développer un système complet autour de ça pour avoir un petit jeu d'ambiance. Il y a les buzzers, il y a un contrôleur de jeu central qui héberge toute la logique du jeu. Un écran sur lequel est affichée la chanson masquée avec le décompte, les scores de toutes les équipes, la chanson quand elle est révélée. Et donc ce système, il a plein de composants de plein de métiers différents. Il y a du développement web, du développement embarqué, l'électronique. Et aujourd'hui, je viens vous présenter plus particulièrement la partie buzzer ici, et notamment la partie migration de ce buzzer. Quand je dis migration, avant de plonger dans la migration elle-même, c'est quoi ce buzzer exactement? C'est un tout petit microcontrôleur de chez Espressif, donc un vendeur de microcontrôleurs plutôt spécialisé en IoT, on va dire. C'est des chips qui ont souvent des interfaces Wi-Fi, des interfaces Bluetooth. Et ce microcontrôleur, il va supporter toute la logique de ce bouton. Donc savoir capturer quand quelqu'un appuie sur le bouton, animer une LED à l'intérieur pour juste donner aux joueurs du retour sur ce qui est en train de se passer, et un peu de matériel de support, on va dire. Donc par exemple une batterie, un bouton pour l'allumer et l'éteindre, etc. Et bien évidemment une interface Wi-Fi, donc tout ça, ça fonctionne sans fil. Ce bouton se connecte à un contrôleur de jeu ici, donc tous les boutons se connectent dessus. Et donc il faut que ce chip ait le support du Wi-Fi et puisse démarrer une connexion vers ce contrôleur. Donc ça, c'est l'architecture globale de ce bouton. Donc c'est vraiment des composants simples, il n'y a quasiment rien, il y a très peu de composants impliqués. Et donc le jeu de ce que je vais vous présenter, c'est que tout ça, donc ça fait un petit moment que ce projet existe, ça fait plusieurs années maintenant, on va dire, que je travaille là-dessus avec mes amis. Et j'essaie de faire du Rust de temps en temps. J'en fais pas activement professionnellement parce que c'est pas encore un sujet, même si c'est en train de venir. Il y a du Rust maintenant dans le Linux, mais on n'en fait pas encore vraiment beaucoup chez Bootlin. Par contre, des petits projets perso comme ça, c'est le moyen parfait pour essayer d'en faire un peu. Et là, il y avait un deuxième bénéfice, c'est qu'il y a aussi moyen de faire du Rust no STD. Donc là, on n'est pas en mode Rust STD, je développe un serveur web, un service ou quoi que ce soit. Je n'ai pas la librairie STD standard. Je veux essayer de développer quelque chose qui soit vraiment bare metal. Et c'est effectivement quelque chose qui personnellement me servira plus tard quand je commencerai à faire du Rust activement dans le kernel, par exemple. Ce sera du Rust no STD aussi. Donc ce projet qui est intégralement écrit en C, qui dépend du SDK Espressif officiel public, j'ai tenté de le réécrire en Rust. Et la présentation d'aujourd'hui, c'est de vous montrer un peu qu'est-ce qui a bien marché, où est-ce que je me suis cassé les dents, etc. Si vous êtes déjà, on va dire, professionnel en Rust, il y a peu de chances que vous appreniez grand-chose. Par contre, si vous tâtonnez en Rust, peut-être que certains éléments que je vais vous présenter vont faire écho à votre expérience. Donc oui, grosso modo, pourquoi ce rewrite en Rust? Pour apprendre. Je ne m'attendais pas à ce que ça me débarrasse de tous les bugs dans le firmware. La semaine dernière a montré que ce n'est pas le cas. Ça ne le rendra pas plus rapide, c'est vraiment juste pour explorer comment écrire un firmware en OSTD, quels sont les impacts sur la liste des composants à ajouter, etc. Donc pour faire ça, premier mot, comment je démarre mon setup. Je viens d'acheter mon chip ESP32. Qu'est-ce que je dois faire concrètement pour être capable de faire tourner du logiciel dessus? D'abord, il faut que je repère les composants logiciels, donc les crates dont j'ai besoin. Et là, l'écosystème open source autour de ce chip en particulier est vraiment très bien fourni. Le composant principal, ça va être la ESP HAL. Donc c'est une crate qui fournit tout le support bas niveau pour accéder à tous les périphériques
de mon petit microcontrôleur. C'est maintenu par Espressif, c'est régulièrement mis à jour, il y a des fixes et des nouvelles fonctionnalités ajoutées très régulièrement, même le support de nouveaux chips, donc c'est parfait. Là-dedans, il y a un composant majeur, c'est ESP Radio. Donc en fait, c'est une crate assez modulaire, il y a plein de sous-modules dedans pour la radio, pour gérer le boot ROM, etc. Et là-dedans, il y a notamment ESP Radio, et donc ça, c'est une crate qui wrap toute la stack Wi-Fi qui vient de ESP IDF. Donc il y a quand même une part qui est héritée du SDK en C et qui vit là-dedans, sur laquelle on peut taper grâce à ESP Radio en Rust. Un autre composant facultatif, mais là c'était l'occasion de l'essayer aussi, c'est d'ajouter Embassy. On va essayer de faire un code un peu modulaire, on ne va pas tout mettre dans une grosse fonction main et prier pour que ça marche. On va essayer de séparer d'un côté la partie réseau, d'un côté la partie gestion du bouton, gestion des LED. Et il va bien falloir trouver un moyen de faire tourner tout ça en parallèle. Donc il y a plusieurs solutions pour ça. On peut utiliser un RTOS bas niveau, on peut utiliser d'autres couches par-dessus. Là, ce que j'ai choisi de faire, parce que c'était exposé directement comme la solution de facto avec l'environnement ESP, c'est d'utiliser Embassy. Donc pour ceux qui font déjà du concurrentiel coopératif, vous utilisez peut-être par exemple Tokyo. Embassy, c'est un autre exécuteur async, mais plutôt taillé pour l'embarquer. Et donc Embassy, grâce à l'écosystème ESP, il est livré avec tous les composants nécessaires pour se coller par-dessus, par exemple, la ESP-HL. Donc ça, c'est vraiment la liste de base qui n'est pas suffisante pour tout ce que je vais vous montrer, mais juste pour démarrer un bout de code sur ESP32 en Rust. Et il y a de la documentation et des exemples partout. Si vous allez sur GitHub, que vous cherchez dans ESP-HL, il y a un dossier exemple. Je veux démarrer une connexion Wi-Fi, il y a l'exemple pour ça. Je veux démarrer un access point sur ESP32, il y a un autre exemple pour ça. Donc on a le code minimal pour monter à bord de ce développement. Pour utiliser ces composants, c'est très simple, ça tient en une slide. Bien évidemment, j'installe Rust sur mon PC avec RustUp. J'utilise ESP Generate, ça me permet d'avoir directement un projet sans avoir à écrire à la main le cargo.toml, etc. Je pense que c'est basé sur Cargo Generate. Ça prend les templates d'Espressif et ça vient nous éditer le cargo.toml avec toutes les dépendances nécessaires dans les dernières versions. Donc c'est quelque chose qui est testé, donc on est à peu près sûr que ça va bien se passer sur cet exemple de base. Quand on va lancer ça, ça va nous poser quelques questions. Quel est le chip qu'il faut supporter? Quel est le nom du projet? Et quelles sont les fonctionnalités que je veux dedans? Est-ce que je veux du Wi-Fi? Est-ce que je veux du BLE? Si oui, il faut que j'active telle dépendance. Est-ce que je veux tel framework de log? Etc. Une fois qu'on a validé tout ça, on a notre dossier avec notre projet. On a un main.rs dedans et on est prêt à le flasher directement. On peut taper cargo run et ça y est, on a le... Donc à condition qu'on ait installé ESP Flash, notre ESP32 est flashé et on a directement les logs qui apparaissent sur la liaison série si notre chip le supporte. Donc le setup est vraiment satisfaisant pour démarrer immédiatement. Je vais montrer pas mal de code pendant le reste de la présentation. Tout n'est pas hyper intéressant. Là, par exemple, le but, c'est juste d'avoir la structure globale de ce programme, et notamment parce qu'il est basé sur Embassy. Donc on va avoir une fonction main. On voit d'ores et déjà que cette fonction, elle est async. Donc c'est vraiment le framework Embassy qui va la démarrer pour nous. Et cette fonction main, elle va recevoir un spawner. Grâce à ce spawner, je vais pouvoir démarrer toutes mes autres tâches concurrentes dans ma fonction main. On a un petit peu d'init standard qui fait partie de tous les exemples pour ESP32. Et à la fin, on a une loop ici avec un await. Donc on est en scheduling coopératif. Il faut faire attention à ce que nos tâches rendent bien la main à l'exécuteur Embassy. Sinon, on va asphyxier toutes les autres tâches et elles n'auront pas l'opportunité de tourner. Quoi d'autre? On est en train de faire du noSTD. Donc on a ces petites macros en haut pour dire c'est pas la peine d'essayer d'aller chercher une fonction main dans une librairie std, ça n'existe pas dans ce cas-là. C'est nous qui allons définir la fonction main. C'est ce qu'on fait via cette macro ici. Et puisqu'on est en noSTD, on a d'autres petites choses à définir. Par exemple, on doit dire c'est quoi le panic handler qui doit être déclenché si jamais il y a un scénario de panique à déclencher. Donc ça, c'est vraiment un code minimal. Si on veut avancer un peu et commencer à lancer des tâches, comment ça se passe? Depuis ma fonction main, j'ai accès au spawner et notamment à sa méthode spawn. Et qu'est-ce que je fais? Je lui passe des fonctions que je définis avec Embassy Executor Task. Et en faisant ça, ces fonctions vont en fait retourner des futurs. Et à chaque fois que je vais vouloir exécuter ces fonctions, l'exécuteur Embassy va faire des awaits sur ces fonctions-là.
Donc la petite subtilité ici, c'est que ce n'est pas la peine d'essayer d'exécuter ces fonctions, ça ne va pas exécuter leur comportement standard, elles vont juste retourner des futurs. Pour pouvoir les exécuter, il faut await ces futurs. Ok, donc on a le plan de base. Maintenant, il faut implémenter toutes les fonctionnalités une par une pour supporter notre cas du bouton. Le premier cas, enfin la première brique nécessaire pour pouvoir le faire fonctionner, c'est de réussir à le connecter à ce contrôleur ici. Pour ça, je n'ai pas à réinventer la stack Wi-Fi, j'ai pris les exemples Wi-Fi de Espressif et j'ai extrait ce qui m'intéressait, je l'ai mis dans un module network.rs. Et en substance, il y a quoi dedans? Il y a deux tâches. Il y a une tâche connexion ici, donc c'est vraiment elle qui va gérer la partie connexion à un point d'accès Wi-Fi. Dedans, vous voyez qu'il y a des objets directement fournis par EmbassyNet. Non, ce n'est pas EmbassyNet, ça va être encore ESP-HL et ESP Radio dans ce cas-là, qui vont permettre de se mettre en mode STA, station, donc un client qui se connecte à un access point. On va fournir des SSID, des passwords. Et fait intéressant ici, c'est quand je vais lancer ma connexion, j'ai une API Connect Async. Donc pendant que ma stack essaye de se connecter, cette task connexion rend la main à l'exécuteur Embassy et je peux continuer à exécuter d'autres trucs à côté. On a aussi une net task là-haut. Quand on installe un projet avec ESP Generate, on peut demander à installer une stack TCP/IP. Et donc ça, pour le coup, ça vient avec EmbassyNet, qui lui-même repose sur une crate qui s'appelle SmallTCP. Et donc, on est obligé de poler fréquemment cette stack pour qu'elle traite les paquets reçus, etc. Et pour faire ça, on démarre une tâche. Et dans cette tâche, on fait passer le runner EmbassyNet et on await systématiquement sur la méthode run de ce runner. C'est comme ça qu'on fait fonctionner notre stack TCP/IP dans notre scénario. Si vous oubliez de faire ça, vous allez essayer d'envoyer des messages, ils ne vont jamais partir. Et à l'inverse, les messages reçus vont peut-être déclencher des interruptions, mais ils ne vont jamais remonter à votre application. Voilà, donc on a vu les deux tâches minimales à créer pour essayer d'établir une connexion. Côté main, la chose principale qu'on a à rajouter, c'est spawner ces deux tâches. Et donc on a spawner.spawn ici, avec nos deux tâches. Bien évidemment, encore une fois que j'ai spawn ces tâches ici, il faut leur donner une chance de tourner. Et donc il faut que ma fonction main, elle, ne garde pas le CPU juste pour elle. Il faut await quelque chose à un moment. Tout ce que je dis sur la notion de blocage, c'est spécifiquement vrai à mon cas d'utilisation. Je suis sur un ESP32C3, il y a un seul cœur, un seul thread qui fait tourner un seul exécutor Embassy. Il peut y avoir des exceptions à ce cas-là si vous avez du multicœur avec de multiples exécutants, etc. Donc avec ça, a priori, on a le minimum pour avoir une connexion. Et bien en fait, la première fois que j'ai lancé ça, non, ça n'a pas été le cas. À ce moment-là, j'étais un petit peu déçu puisque j'étais forcément convaincu qu'avec Rust, si ça compile, c'est bon, ça marche. Et en fait, de manière assez répétable, quand je démarre ce bout de code et que j'essaie de connecter mon bouton à ma Raspberry Pi, j'ai un panique systématiquement très tôt dans la connexion. Et un panique bizarre puisque si j'essaie de le faire sur ma box chez moi, ça ne le fait pas. Ça le fait uniquement sur mon point d'accès custom qui est sur ma Raspberry Pi. Donc à ce niveau-là, je suis en train de remettre les mains dans Rust pour la première fois depuis un petit moment. Je n'y comprends pas grand-chose. Je sais que ça casse quelque part dans ESP-ROM6 et qu'il y a une fonction qui n'est pas implémentée dans une syscall table, quoi que ça veuille dire. Par contre, la très bonne nouvelle, c'est que si je reflash un code d'exemple ESP32C3 fourni par ESP-HL, je reproduis exactement le même problème. Donc là, la solution miracle, c'est d'aller sur GitHub et de demander de l'aide. Donc avant de faire ça et de pleurer directement auprès des mainteneurs, j'ai quand même essayé de comprendre un petit peu, j'ai fait tourner des IA sur l'erreur que j'avais pour essayer de donner un peu de description. Et en fait, effectivement, il y a des choses qui n'étaient pas implémentées pour l'ESP32C3 dans une crate spécifique. Et ça, au runtime, ça pouvait amener un panique. Il y a clairement un panique explicite à un endroit dans une crate. Donc on a eu quelques échanges sur GitHub avec les mainteneurs. Donc les mainteneurs, d'ailleurs, sont des employés expressifs et ils sont super réactifs. Ils ont aussi un channel Discord sur lequel ils répondent fréquemment à toutes les questions. Pourtant, ils en reçoivent un bon paquet. Donc c'est vraiment une chouette communauté pour le coup, qui est poussée par Expressif. Et donc juste pour donner une overview très rapide de qu'est-ce qui cassait. Sur mon chip, j'ai de la flash dans lequel il y a le firmware que je viens de pousser. Il y a aussi un morceau de ROM, donc que je ne peux pas reflasher, qui contient le boot ROM par exemple, qui contient aussi des fonctions que mon firmware peut appeler.
Par exemple, il y a des morceaux de la stack Wi-Fi dans ce bout de ROM, dans cette ROM, pardon. Et donc, naturellement, mon firmware peut appeler des fonctions desquelles on attend qu'elles soient présentes dans la partie ROM, normale, classique. Par contre, ce que je n'imaginais pas à ce moment-là, c'est que l'inverse est vrai aussi. Le ROM code peut essayer d'appeler des fonctions dans mon firmware qui doivent donc être déclarées à un bon offset dans ma flash. Et quand on regarde la crate ESP ROM 6, on voit qu'il y a des paniques explicites dans cette table parce que c'est juste pas implémenté, personne n'en avait eu besoin à ce moment-là. Pourquoi mon scénario précis déclenche ces codes pass? Je n'en ai aucune idée. Je n'ai pas été creusé assez loin pour ça, il faudrait lancer un debugger et tracer tout ça. Mais toujours est-il qu'en jouant à essayer d'implémenter des stubs dans ces fonctions, on arrive à passer les crashs un par un. Évidemment, le comportement est cassé. Ce n'est pas des fonctions anodines, il faut implémenter des malloc réentrantes, des free réentrantes ici. Mais en faisant ces retours-là, ces ping-pong sur GitHub avec les mainteneurs expressifs, ces syscalls-là ont été implémentés. Donc il manquait getReent, malloc_r, freeR. Et en moins de 2 semaines, j'avais le fixe intégré sur master sur ESP-HAL. Et je pouvais flasher mon firmware, et mon firmware arrivait à se connecter à la Raspberry Pi. Donc là, le message principal, c'est merci les mainteneurs expressifs pour la réactivité et le support sur une partie open source. Je n'ai pas payé de support actif pour ça. Donc les fixes, ils sont intégrés sur master, ils ne sont pas disponibles sur crates.io. La crate n'était pas republiée à ce moment-là. Mais grâce à Cargo et au cargo.toml, c'est assez facile de récupérer une version arbitraire. J'ai juste à déclarer dans mon cargo.toml une section patch.crates.io et ici je vise la révision exacte qui m'intéresse, donc celle qui contient le commit qui implémente mes system calls. Ça a été re-réalisé depuis, j'ai refait un tour dessus cette semaine, j'ai pu dropper ces patchs et bumper ma version de SPHL. Ok, on a du Wi-Fi qui fonctionne, on est prêt à faire passer de la data dessus. Qu'est-ce qu'on va utiliser pour ça? L'architecture qui a été choisie ici, c'est de faire donc TCP/IP, socket TCP et par-dessus du WebSocket. Pourquoi? On voulait être sûr que ce soit réactif, bidirectionnel, sans polling du client, etc. Donc la première chose, c'est d'ouvrir un socket TCP. Il y a un serveur WebSocket sur la Raspberry Pi, donc le bouton peut se comporter comme un client TCP. Et là, encore une fois, on prend les exemples de ESP-HAL, notamment, alors pas vraiment ESP-HAL, on commence à migrer vers Embassy.net qui implémente toutes ces API TCP/IP. Et donc avec Embassy.net, on peut créer un objet de type TCP-socket, le configurer, préciser à quoi on veut se connecter, et même manière que pour le Wi-Fi, une fonction connect qui est en async. Et donc je peux mettre tout ça dans ma partie network et la rendre bloquante si je veux pendant que le reste tourne. Tout ça, ça implémente des traits hyper standards. En plus, j'ai mes traits read, write, donc c'est hyper simple à utiliser si on est familier avec ces traits-là. Voilà. Donc là-dedans, je ne rentre pas dans le détail, mais bien sûr, on a la possibilité d'insérer toute la gestion de déconnexion, reconnexion, maintien de la connexion. Pourtant, je me suis aussi un petit peu cassé les dents ici, mais plus parce que j'étais en phase d'apprentissage de Rust. J'essaye de séparer mon code en différents modules. Un module pour le réseau, un module pour le bouton, un module pour la LED. Et donc, il y a des datas à faire passer à gauche à droite. Mon socket, j'aimerais bien que ça soit un module réseau qui le possède. Et quand on commence à faire ça, on commence à rencontrer le compilateur Rust qui n'est pas d'accord pour qu'on fasse passer ces sockets où on veut, comme on veut. Donc l'archi globale que j'essaie de mettre en place, c'est d'avoir cette couche réseau ici, à qui le socket appartient, qui polle le socket, qui, quand elle reçoit de la data, transmet cette data décodée à mon main.rs. Et comme ça, c'est mon main.rs qui dit je reçois une commande de LED, j'envoie la commande de LED au module LED. Ça, pour le faire, on a des channels qui sont exposés dans Embassy.net. Il me semble que c'est le cas de manière assez standard aussi dans Tokyo et compagnie. Donc, on peut essayer de faire passer les informations dans ces channels entre les différents modules, et notamment entre les différentes tâches Embassy. Et donc là, commence un voyage pour essayer de faire compiler ce mécanisme. Le premier test naïf, c'est de créer une tâche socket ici. Donc je vais passer la stack parce que il faut faire tourner cette stack. Et je vais passer des channels. Donc je vais passer un TX channel et un RX channel qui sont à chaque fois un seul côté de 2 canaux différents. L'autre côté de ces canaux appartient à mon main.rs. Et donc, à partir de ces canaux, mon main peut demander au module socket d'envoyer des datas, ou au contraire, quand je reçois des datas, j'utilise l'autre canal pour envoyer mes données à main.
Pour faire ça, on a donc socket.read, qui est une fonction async aussi. Et là, donc, je dois à la fois écouter mon socket au cas où il y a des données, et le channel au cas où main veuille m'envoyer des commandes. C'est plutôt élégant dans le framework async et avec Embassy. Je peux faire un select sur plusieurs futurs. Et en gros, je dis, tu await tout ça, et le premier qui claque, je le traiterai. Comment je sais lequel a claqué? J'ai cet enum ici, either, qui peut être first ou second, et des selects, j'en ai plusieurs variantes, j'ai select, select 3, select 4, je crois. Et donc grâce à ça, je peux dire, ah ok, là ma boucle, qui est un polling au final, vient de claquer parce que j'ai reçu des données sur le socket. À partir de là, je peux essayer d'aller lire les données et de les envoyer à main. Donc ça, c'est l'archi de base qu'on veut essayer de mettre en place. Pas la peine de rentrer dans le détail sur le reste. Et quand on essaie de faire ça, qu'on essaie de le compiler, la première chose, c'est que Rust n'est pas d'accord avec la définition des arguments de cette task. Pourquoi? Il ne veut pas que le lifetime des données passées en input de cette task soit implicite. Pourquoi ça? À ce stade-là, j'en avais pas trop d'idées. Ce qui est bien ou pas, ce qui est à double tranchant, c'est que le compilateur Rust nous donne une suggestion. Peut-être que tu peux ajouter le lifetime anonyme, donc c'est ce quote underscore ici, pour fixer le problème. Il est généralement mieux d'essayer de comprendre pourquoi il lève ce warning, parce que la suite nous montrera que ça ne suffit pas. Très bien, essayons de l'ajouter. Donc j'ajoute un lifetime pour dire qu'il y a un lifetime CT sur mes arguments. Non, ça ne suffit pas. Pourquoi? Arguments for tasks must live forever. On est en train de créer des tasks Embassy. Les tasks Embassy, le lifetime de ces tasks, c'est pour toujours, comme si elles étaient statiques. Et donc tous les arguments qu'elles consomment doivent au moins vivre assez longtemps pour ça. Donc statique aussi. Donc le compilateur est en train de me dire, anonyme, c'est pas suffisant, il me faut un lifetime statique. Ok, très bien, je vais remplacer, je vais mettre statique. Ça ne suffit toujours pas. Pourquoi ça? Si je déclare en statique, les canaux que j'ai dans ma fonction main, ils ne sont pas en statique, ils sont déclarés dans ma fonction main. Leur lifetime, c'est celui de la fonction main. Donc ce n'est pas suffisant. Main peut-être peut retourner avant que ma task finisse, puisqu'elle ne finit jamais. Donc on continue à se battre avec le compilateur. Je fais un peu l'idiot, c'est des problèmes qui sont simples au final quand on est familier avec Rust, mais à ce stade-là, j'en menais pas large sur ces thématiques de lifetime. Donc on va essayer de faire des objets qui vivent indéfiniment. Et on commence à créer des variables globales. Et ça ne suffit toujours pas. Donc pourquoi ça ne suffisait pas ce coup-ci? Cette fois parce que ces objets globaux, ils ne peuvent pas satisfaire certains traits nécessaires pour faire passer nos objets entre les différentes tasks. Et mieux que ça, parce qu'ils risquent de passer avec d'autres threads. Et donc là, on rentre dans des thématiques où il faut que nos objets ils implémentent les traits sync et send, par exemple. Donc on peut changer le scope et essayer de faire des variables globales, mais ça ne suffit pas. On a aussi besoin que certains traits soient implémentés sur les types d'objets qu'on veut. Et donc, ce qui, de ma compréhension, est la bonne solution finale, c'est d'utiliser ces static cells. Ces static cells, ça réserve dès la compilation l'espace nécessaire pour contenir nos objets. Et donc, le lifetime de cet emplacement mémoire, il est statique. Et par contre, au runtime, je peux mettre ce que je veux dedans. Donc, je fais l'initialisation du contenu de ma static cell dans ma fonction main. Et une fois qu'on fait ça, on arrive à compiler. Ce point-là, j'ai un petit peu galéré à l'avoir parce qu'en plus, selon les versions de Rust, selon les versions de SPHAL, il peut y avoir des hacks dans la HALESP pour implémenter d'autres macros qui font un peu ça, mais qui dépendent de features unstable. Donc au final, sur la version actuelle que j'ai, on peut passer directement par ces static cells et enlever toutes ces macros custom. Donc avec ça, on a un socket TCP qui fonctionne, on sait envoyer de la data, on sait en recevoir, il nous reste juste à mettre WebSocket par-dessus. Le problème, c'est que EmbassyNet ne fournit pas d'implémentation WebSocket. On a du TCP et de l'UDP. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait d'autres protocoles de plus haut niveau, je ne me souviens pas. Mais du coup, on n'a pas de WebSocket nativement avec notre crate. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est aller sur crate.io et voir s'il n'y a pas une implémentation qui pourrait nous satisfaire. Et le point important ici, notamment pour mon projet où je veux rester en NoSTD, c'est dans ma recherche ici, catégorie NoSTD. On peut filtrer sur crate.io sur des catégories, et ici je veux que ma crate elle fonctionne sans STD.
On fait ça, on trouve une certaine liste, on commence à trier par nombre de téléchargements, nombre d'étoiles, d'étoiles sur GitHub, etc. Et au final, j'ai pris Embedded WebSocket, qui est un framework de WebSocket très générique. Zéro adhérence au médium qui est en dessous. C'est notre application qui va le gérer et qui va fournir les données directement au moteur WebSocket. Et donc, il suffit juste de faire cargo add embedded WebSocket dans notre projet. Ça ajoute la crate dans le cargo.toml et derrière, je peux commencer à écrire mon module WebSocket. La seule petite subtilité en plus, dont je me suis rendu compte après coup, c'est que si je fais ça, ça inclut les features par défaut des crates. Donc, les crates peuvent définir un certain nombre de features. Et moi, je veux toujours travailler dans un mode minimal, en mode embarqué, voir à quel point je peux réduire mon binaire. Et je ne veux pas que ça risque, par exemple, accidentellement d'embarquer une dépendance sur STD à cause de ces default features. Donc, quand je fais mon cargo add, derrière, je vais faire attention à éditer mon cargo.toml pour mettre default features égale false. Généralement, ça va m'empêcher de compiler directement. Je vais quand même avoir besoin de certaines features, mais je vais les activer une par une en fonction de celles que je veux vraiment. OK, et derrière, je peux utiliser mon module WebSocket. Encore une fois, on ne va pas rentrer dans le détail de son fonctionnement, mais j'ai mon socket TCP qu'on a vu dans les slides précédentes ici. J'ai un client WebSocket ici en plus que je crée. On retrouve ma boucle ici qui fait un select et sur le socket et sur mon channel de commande. Et si jamais je reçois des données sur le socket, soit je ne suis pas encore connecté et donc je donne directement ces données au client WebSocket, c'est lui qui va parser, vérifier que c'est un message de connexion WebSocket, etc. Soit je suis déjà connecté et je lui feed quand même les données pour qu'il me décapsule le paquet WebSocket et ensuite je pourrai transférer ces données dans mon channel pour les envoyer à main. Donc voilà pour l'algo basique pour manipuler ce WebSocket. Et bien entendu, je peux faire la même chose dans l'autre sens. Si je veux envoyer des données, d'abord je donne mes données brutes au client WebSocket, comme ça il met les headers qui vont bien pour que ça soit du WebSocket. Et ensuite, la donnée qu'il me retourne, je l'écris dans mon socket TCP. Donc ici, et je ne pense pas que ça soit spécifique WebSocket, c'est un découplage plutôt propre qu'on a sur beaucoup de crates. Mon client WebSocket n'a pas le socket TCP. C'est vraiment moi qui gère le passage des données du client WebSocket au socket TCP. OK, donc là, ce coup-ci, on est vraiment capable de se connecter à notre serveur WebSocket. On est prêt à envoyer et recevoir des données. Donc l'étape suivante, c'est vraiment d'implémenter la feature dont on a besoin sur le bouton, pouvoir capter un appui. Et pour ça, là, on redescend un niveau plus bas, on va retaper sur la ESP-HAL. Quand on dit lire un bouton, on a ce type de switch, donc ici qui est littéralement un switch de clavier, qui est relié sur une pin de mon ESP32, et donc il faut aller lire cette pin. Et là, la crate ESP-HAL gère tout pour nous. Vous avez littéralement quasiment tout l'algo du module bouton sur la slide. Je n'ai pas à gérer toutes les thématiques bas niveau, d'activation de l'interruption, de pin muxing, tout ça. Tout est fait automatiquement par les API ESP-HAL. Donc là, quand je fais un wait for falling edge, je wait ici, ça active l'interruption et ça ne sera réveillé que quand l'interruption aura claqué et quand ça aura franchi le bon niveau, 0 ou 1 selon le sens dans lequel c'est câblé. Derrière, même scénario qu'avant, je crée une tâche dédiée, je lui fais passer des channels et j'envoie l'info dans le channel quand le bouton a été appuyé. C'est presque suffisant, là c'est plus un détail électronique. Quand j'appuie sur un bouton, ça ne fait pas un joli front. Ça fait beaucoup de fronts en fait, il y a des rebonds sur le signal, sur la tension. Et donc il faut faire du debouncing, de l'anti-rebond comme dirait mon chef il me semble. Et donc quick and dirty fix, on attend un petit délai avant de valider, comme ça s'il y a des rebonds entre, on les évacue et on est sûr d'envoyer le message une seule fois. Donc là pour une fois, c'est un scénario où ça se passe bien et on ne se bat pas avec le compilateur et ça marche quasiment du premier coup. OK. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque un format de message, un data model. On a le tuyau pour envoyer les messages, on sait quel message on veut envoyer, on ne sait pas encore dans quel format. Ce qu'on a choisi ici, c'est du JSON tout simplement. Et un JSON très simple avec un type pour identifier le type de message et la donnée qui va derrière. Ça va dans les deux sens. Ça peut être le bouton qui envoie des messages pour dire le bouton a été appuyé ou coucou, je me présente, je viens de me connecter. Et ça peut être dans l'autre sens, le contrôleur qui envoie des commandes au bouton, par exemple pour faire clignoter sa LED. Donc on veut faire du JSON, on veut facilement manipuler ce JSON, récupérer les champs. Si vous faites un tout petit peu de Rust, je pense qu'immédiatement vous pensez à CRD. Donc c'est un framework de sérialisation-désérialisation.
Au cœur de ce framework, c'est des traits en fait, et sur la base de ces traits, il y a plein d'autres crates qui implémentent les serialiseurs, déserialiseurs. Donc ça tombe bien parce que on a CRD JSON qui implémente le serialiseur, déserialiseur pour JSON. Par contre, CRD JSON par défaut, il dépend d'STD, et nous on aimerait bien rester en non STD. Par contre, si on continue de chercher, je crois directement sur la page GitHub de CRD, on voit qu'il y a des alternatives comme CRD JSON Core qui, lui, est prévu pour travailler en OSTD. Donc forcément, au niveau fonctionnalité, au niveau commodité d'API, ça va être peut-être un petit peu plus difficile à manipuler, peut-être qu'on aura à allouer des buffers statiquement, mais on va pouvoir rester en OSTD. Donc dans ce cas-là, c'est la solution que j'ai choisie. Cargo add CRD, Cargo add CRD JSON Core. Encore une fois, je fais attention à locker mes features. Et derrière, je peux écrire mon serialiseur, déserialiseur. Et ici, pour un novice de Rust, je dirais que ça a été un régal pour déserialiser tout ça. Je déclare mes structures en Rust qui correspondent au JSON que je veux déserialiser. Je peux imbriquer toutes mes structures pour vraiment représenter l'arborescence de mon JSON. J'ai juste à mettre ces décorateurs CRD pour dire que c'est des structures qui vont recevoir des données JSON ou au contraire les générer. Et derrière, j'utilise tout bêtement une API CRD JSON Core from slice. Quand je reçois un message JSON, ça me génère ce CMD qui est la structure de plus haut niveau que j'avais avant. Et derrière, je peux accéder à tous mes types très facilement dans mon code, faire des matchs sur la commande, etc. Dans l'autre sens, si je veux envoyer un message, j'instancie une structure qui correspond à ce message, je remplis mes champs et j'utilise l'API opposée toSlice qui va remplir le message correspondant dans un buffer. Et derrière, j'écris ce message dans mon client WebSocket, dans mon socket TCP, et j'envoie mon JSON. Ici, en quelques lignes, on a notre protocole qui fonctionne. La petite cerise sur le gâteau, c'est que ces messages, ils sont similaires pour beaucoup. Ils ont quasiment tous un type au début, mais selon le type, ils n'ont pas tous la même payload. J'ai quand même cette généricité qui est gérable avec CRD. Il me suffit juste de déclarer mes champs ici. Au lieu de dire details est un message let details, je le mets en option, donc qui est une enum Rust standard. Et derrière, quand je déstructure mon message reçu, je peux aller tester est-ce qu'il y avait bien un message let type à l'intérieur de ma structure. Donc là, bénéfice complet sur Rust, sur CRD, tout ça, et on a un code qui est très plaisant à écrire et à lire. Voilà, dernière touche, on veut piloter des LED. Donc il y a plusieurs solutions pour mettre des LED dans ce produit. Soit on utilise une LED RGB standard, 3 couleurs, 3 pins, 4 avec la masse. Ou alors on utilise ces LED-là qui sont des WS2812. C'est les LED qu'il y a dans tous les strips chinois qu'on achète pour faire du RGB chez soi. Donc la petite différence, c'est que ça utilise un protocole. Il y a un protocole série à implémenter pour communiquer avec ces LED. L'avantage, c'est qu'elles peuvent être mises en série. Je peux adresser 1, 2, 3, 50 LED. Et comment on fait pour avoir ce protocole? Il y a un petit hack, mais qui est officiellement supporté par ESP-HAL. C'est qu'on a un périphérique qui s'appelle RMT dans la plupart des ESP32. À la base, c'est un modulateur pour piloter les télécommandes infrarouges. Et il suffit de désactiver le modulateur et il sait parler le protocole qui va bien pour piloter les LED. C'est carrément supporté par ESP-HAL, officiellement. Les gens l'utilisent pour ça. Donc on a plein de crates qui savent piloter les LED WS2812 avec ce périphérique RMT. Donc derrière, on refait un tour sur crates.io, on va repérer les crates qui savent utiliser ce périphérique et on fait le même type d'instanciation que plus tôt. On va aller récupérer notre périphérique RMT depuis l'initialisation qu'on a fait très tôt dans main. On va le passer à un objet RMT et on va passer cet objet RMT à notre objet LED qu'on crée avec notre crate de manipulation de LED. Et derrière, ça y est, on a directement un trait write qui nous permet d'appliquer la valeur qu'on veut sur la LED, rouge, bleu, avec quelle intensité, etc. Donc super simple, encore une fois, grâce à toutes les crates disponibles et le support hardware dans ESP-HAL. J'ai fini pour la partie théorique, j'ai une très courte démo pour vous montrer dans la pratique ce que ça donne. Donc je vais démarrer mon contrôleur ici pour qu'on ait la vue d'une connexion. Je vais brancher mon bouton sur mon PC. Et je vais ouvrir une console. Donc je vais me mettre dans le dossier de mon projet qui s'appelle NeonBit Buzzer. On va monter ça.
Et ici, je vais faire cargo run. Alors, je vais faire plus que ça. Je vais faire esp-log égale quelque chose cargo run. Donc, avec ça c'est la commande de base qui est outillée par esp-generate. Donc, si vous voulez creuser, il y a un config.toml à l'intérieur qui dit c'est quoi le runner, quels sont les paramètres qu'il faut lui passer. Et donc, c'est ça qui permet de taper directement cargo run. Quand je fais ça, il va pas trouver le buzzer. Peut-être que j'ai un problème d'USB. Tenter dans un sens, tenter dans l'autre, tenter de le retourner. L'orange d'habitude à ce port-là. Pardon? L'orange d'habitude à ce port-là. Non, de manière générale, c'est plutôt mon dongle. Peut-être que je peux essayer de le brancher directement là-dessus. C'est mieux. Il a l'air de retrouver quelque chose. Ah non. Mais pas sûr. Je pense que c'est tout le dongle qui se déconnecte, reconnecte. Ouais. Bon, ça va peut-être être un petit effet démo, si le câble veut pas. Qu'est-ce que je peux tester de plus? USB-C. En USB-C, ouais. Ah merde, T'es branché au secteur? Je suis pas branché au secteur. Ça peut jouer, ouais, effectivement. Je sais pas si on a une prise quelque part, peut-être. Là, sur les tables. Peut-être branché sur le secteur. Je teste juste avec ton câble vite fait, voir si ça va mieux. Ça n'a pas l'air beaucoup mieux, donc je vais juste tenter vite fait de me brancher. Je peux te laisser le brancher? Merci. Bon, je crois que ça va être l'effet démo. Là, c'est bon, merci. Parce que ça, c'est pas bon. Et là, une fois que j'ai la lime, j'ai plus d'USB-C en fait. Sur le premier que j'avais testé, si, c'est sûr. Sur le tien, je pense que c'est de la data. Ouais. Bon, dernier essai, si ça marche pas, ça sera l'effet démo. Ouais. Bon, faudra me croire sur ce coup-là. Mais voilà, le but là, c'était de vous montrer. Donc avec Cargo Run, je vais avoir mon firmware qui a flashé. On a un flash différentiel en plus. Donc si le firmware est très peu différent, le flash va être super rapide. Et derrière, il ouvre automatiquement le device serial qui apparaît quand je branche en USB mon ESP32. Et donc, j'ai tous mes logs. Et à travers ces logs, je peux débugger mon système, voir les messages WebSocket qui sont envoyés, voir ceux qui sont reçus au contraire par le contrôleur. Troisième câble, on peut faire un troisième test. Je pense qu'on aura épuisé toutes les pistes après. Merci. C'est pas impossible que ce soit mon module USB, sinon c'est un framework avec des modules pluggables. Ouais, j'ai peur que ce soit mon framework en fait. Mais bon. Branché en Thunderbolt USB-C sur le côté? Non, je crois pas. C'est de l'HDMI. Non. Non. Donc malheureusement, ça s'arrêtera là pour la démo. Merci. Merci. Juste pour finir, il me reste 2 slides. Donc Cargo Run, bon, malheureusement, ça n'a pas marché. Et une petite analyse supplémentaire que je n'avais pas sur la première version de ces slides, c'est sur la taille du firmware. C'est une petite déception, on va dire, moyenne déception. Je m'attendais à un binaire beaucoup plus petit en prenant soin de faire du NoSTD, désactiver toutes les features. Et ça n'a pas été tant le cas que ça. Là, c'est déjà le fruit d'une deuxième passe d'optimisation. Et en fait, quand on regarde la raison de la taille de l'image, il y a beaucoup de choses qui sont dues en fait, juste à la stack Wi-Fi, par exemple. Quand on fait du développement ESP32 Rust sur la base de ESP-HAL, ça wrap quand même énormément de choses qui viennent du SDK expressif. Il y a des blocs binaires dedans, il y a une partie de la stack qui est en binaire. Et ça, on ne peut pas trop y échapper, malheureusement. Après, si on regarde l'application en elle-même,
à condition que mes scripts n'aient pas d'erreur, on est à 21 kilobytes juste pour mon code, ce qui est beaucoup mieux. Voilà, navré pour la démo foirée. J'espère que ça vous a plu et si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Ouais. Pourquoi WebSocket est quand même un fichier costaud, etc., et pas du TCP directement? C'est parce qu'en face, tu avais un serveur HTTP? C'était une décision complètement arbitraire. Donc la partie serveur en face, c'est pas moi qui ai développé, c'est un projet où j'ai collaboré avec d'autres amis. Donc on a dû se mettre d'accord sur des briques. Eux ont proposé WebSocket à ce moment-là. Ça me paraissait OK. Et voilà. Effectivement, on aurait pu faire du TCP brut et ça aurait aussi bien marché. On aurait esquivé une crate en plus. Parce que tu aurais réduit un petit peu. Ouais, exactement. Mais oui. Moi, c'était par rapport au NoSTD. Je sais pas, il y a un peu une peur de STD parce que c'est volumineux comme, mais je pense que l'argument tient pas. Et par contre, il y a un projet intéressant, c'est que là, ils sont en train de travailler pour essayer d'upstreamer justement la touche pour les ESP. Là, on peut télécharger un compilateur REST du projet ESP qui contient la STD pour ESP32. Donc, forcément, ça me va intégrer avec le cargo, mais il y avait quand même pas mal d'efforts de tooling. Et du coup, ça permet de justement pas devoir se priver sur toutes ces critiques-là, de pouvoir utiliser l'écosystème complet à l'issue. Et je pense même que c'est déjà disponible de pouvoir compiler en STD sur SP32. Ouais. C'est moi que j'ai regardé ça, je suis pas tout à fait sur les moyens que ça bougeait entre temps. Ça me surprend, il y a tout ce qu'il faut pour faire tourner STD sur ces petits chips, parce que pour moi il faut au moins un disque, une arborescence de fichiers. Alors je pense qu'il y a des sous-composants effectivement qui ne marchent pas, mais dans mon expérience, en tout cas, tu n'as pas besoin d'apposer ton STD et de tous les crêtes, si tu as besoin d'allouer un deck ou whatever, tous ces trucs-là. Ouais, donc du coup, tu as des fonctionnalités qui vont déclencher une panique parce qu'elles sont pas bien implémentées. Là, ma connaissance, ça va pas. Alors ça dépend peut-être d'une glue en dessous qui va pas simuler un file system, mais peut-être au moins donner accès à un storage, définir une zone de flash où on va pouvoir stocker les données. Il y a forcément une implémentation, ouais. Sinon il y a pas mal de crates qui vont faire exploser le truc en route. Oui. Justement, revenir sur le NoSTD, le fait d'avoir travaillé en NoSTD, est-ce qu'il y a vraiment, tu t'es dit, il y a vraiment des trucs de la STD dont j'aurais vraiment besoin, qui t'ont bloqué et tu t'es dit, ouais, il faut une solution pour tout le monde? Il n'y a rien eu de vraiment bloquant, parce que là pour le coup j'étais dans un écosystème où il y a plein de crates qui font tout pour moi, même en OSTD. Mais c'est plus au niveau de l'aisance au début, surtout en phase d'apprentissage où j'ai galéré. Parce que avant ce projet-là, mes expériences en Rust, c'était écrire 2-3 toolings pour faire du script sur extraire des datas, je sais pas, sur Strava, exporter des données d'un petit bidule IoT qui est chez moi. Et tout ça, c'était en STD, c'était super facile. On a le système de fichiers, on a des sockets, tout ça. C'est plus ça qu'imaginait au début, devoir repartir from scratch. Mais après, sur les fonctionnalités que j'ai à implémenter, non, il n'y a pas eu grand-chose de bloquant parce que toutes les crates disponibles remplissaient ces besoins-là. Ouais. Par rapport à ESP-HL, il y a d'autres STM32 HL, il y a d'autres trucs comme ça qui existent, qui implémentent les mêmes traits. Ouais. Du coup, qui ferait que ton code pourrait être porté sur un microcontrôleur sans trop d'efforts ou... Ouais, tout à fait. Alors là, il faut aller voir sur le dépôt d'Embassy, en l'occurrence, qui va lister toutes ces plateformes. Et dessus, on va trouver du STM32, on va trouver du Nordic, des choses comme ça. Ouais. Dans ce cas-là, c'est quoi l'effort de portage pour une autre plateforme? C'est une excellente question. Il va au moins falloir swapper la HL en dessous. Tu as MBDRS, en gros, tout un tas de traits standards pour les algos, le réseau en fait, toutes les interruptions, etc. Et qui sont implémentés à différents niveaux sur différents sites. C'est-à-dire que si ton code, tu le codes par rapport à ces traits de niveau, ensuite, simplement dans le main, c'est de faire le lien entre l'implémentation et les traits et toute votre application suivante. Oui. Juste partager mon expérience. J'ai essayé de bricoler avec le ST32. Et moi j'avais fait du SP32 avec la crate ESP IDF SVC qui fournissait plein de services. Et du coup c'est plus du NoSTD. Ouais. Mais c'était beaucoup plus accessible, on va dire, pour moi qui ne connais rien à l'embarquer. Cela dit, j'ai quand même trouvé ça un peu compliqué. Et à l'époque, j'avais lu quelque part qu'il y a même des gens qui arrivaient à faire René Tokyo sur du ESP. Alors bon,
Je voulais quand même me mouiller un peu, donc voilà, j'ai juste trempé, on va dire, les deux pieds, et donc ouais, bon, c'était un peu du challenge, mais c'est possible de le faire avec le SP32, c'est gérable. Après, on n'a pas le même confort qu'avec la standard mix. Par exemple, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser la standard mix, c'est pas comme embarqué comme moi, j'ai vu. Ok, merci. Et voilà. J'avais envie de faire du remplacing, mais bon, j'ai pas sauté pas. Et pour le coup, Si on parle de nos STD à STD, du coup, on parle de quelle différence de taille de code dans ce code-là? Parce que toi, tu es déjà quand même assez standard. eh bien, c'est une bonne question. Il faudrait faire le test s'il est faisable sur la plateforme. Là, j'ai pas de valeur en tête à te donner, je dirais une grosse bêtise. Donc, Sur l'écriture de code concurrent avec la gestion des tâches, est-ce que tu es tombé sur des deadlocks? Comment tu les détectes? Est-ce que le compilateur t'aide là-dessus ou est-ce que juste tu vois que ton format est bloqué et ça peut être j'ai pas eu le problème. Je pense que ce que j'essaie de faire est trop simple pour avoir ces problématiques. Après, je manipule jamais de lock explicitement. Je pense que le compilateur fait un gros boulot pour m'éviter d'avoir des problèmes de concurrence. Mais j'ai jamais eu au runtime le problème de « Ah, mon buzzer il est bloqué, il fait rien ». Ou quand c'est arrivé, c'était pas un problème de deadlock. C'est juste mes conditions qui n'étaient pas bonnes ou quoi que ce soit. Mais c'était pas un deadlock au sens scheduling. Tu avais plusieurs threads? Non, là il y a un seul thread. Un seul thread qui fait tourner un seul Embassy executor qui fait tourner plusieurs tâches concurrentes. Oui. Du coup, par rapport au monothread, je voudrais un peu revenir sur les channels, parce que là, on a un peu sorti de la norme atomique avec la static cell, mais si on est en monothreadé, je fais enchaîner les channels par le main function, et après, je vais donner la référence à Embassy, je suppose. Je sais pas comment Embassy fait, est-ce qu'il va poser une norme statique sur les tâches que tu spawn, ou est-ce qu'on peut faire de l'interthread concurrencier, et du coup, juste utiliser les références. Donc sur la théorie, je suis d'accord, on n'a pas besoin de tout ça parce qu'on sait qu'on a un seul thread. Mais le compilateur et l'implémentation ESP-RTOS, ils s'en fichent parce que c'est vraiment eux qui renforcent la contrainte de il faut que le lifetime il soit statique. Okay, donc si je déclare dans... Quand tu spawns le handler, du coup, il y a une barre statique sur la tâche que tu files au runtime, donc c'est là que c'est ça. Voilà, et en fait c'est hardcodé directement dans ESP-RTOS. Il y a littéralement la ligne de log que j'avais montrée, issue du compilateur dedans. Du coup, je me demande si ce serait pas plus simple de l'initialiser dans le main et tout simplement de leak, une fonction leak qui permet d'avoir un pointeur statique. Et c'est safe ça? C'est safe. Ok. Rust a le droit de leaker. Il n'a pas le droit d'avoir une mémoire invalide. Mais on peut avoir une référence qui peut leaker. Tant qu'elle reste valide, c'est considéré safe. Ok, alors je ne connaissais pas l'existence de cette chose, je regarderai le leak. En fait, ce qui va se passer, c'est que d'abord, il faut que tu puisses installer. Admettons que tu puisses, mais tu ne vas pas avoir le droit que s'exécute. Ouais, mais à la limite, c'est pas grave si c'est. Voilà, si tu c'est peux, général. sur des trucs, perdre un truc important sur. Oui, mais là, c'est un truc qui est global à tout le programme. Pour moi, c'est pas un problème dans ce cas-là. Tu peux dropper si tu veux, mais il faut sortir des références et faire du unsafe pour faire des trucs un peu. Si tu veux faire du ménage, tu peux le faire, mais ça devient libre. Mais d'abord, le box click, ça peut marcher, mais il faut que Et enfin, là, quand on fait du global, pour moi, il faudrait voir le faire. Mais je pense que ça pourrait être. Par contre, le static set, je ne connaissais pas. C'est dans Rust de base ou c'est une crête? C'est notre crête. Je ne sais plus si c'est dans le core ou si j'ai amené une crate. Je ne crois pas que ce soit dans le corps. En tout cas, ça me parle pas. Mais, Donc j'ai dû ajouter la crate qui va bien à un moment. oui, je pense. Parce que je connaissais. Enfin, c'est même possible que ce soit ESP généré qui l'ait amené, puisque avant que j'utilise ces static cell, il y avait les macros custom apportés par ESP-HAL qui, sous le capot, faisaient des static cell. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense que c'est l'heure des pizzas. Oui, d'accord. C'est une crête. Je dévie un peu peut-être, désolé, mais qu'est-ce que tu pensais de Rust dans le kernel Linux et avant, et est-ce que après ce projet, ou en tout cas ces autres projets, tout ce que tu as fait, est-ce que tu as changé d'avis, ça t'a apporté un nouveau...
Donc la question, c'est mon avis sur Rust et son intégration dans le Ouais, noyau, après avoir fait du Rust sur ce projet. Qu'est-ce que peut apporter du coup Rust au développement de kernel Linux Ah. du coup, est-ce que c'est lié à ce projet, tu aurais pu avoir de nouveaux avis Sur l'intérêt de Rust dans le noyau, j'en suis convaincu que c'est une bonne chose, qui va épargner énormément de problèmes, et j'en étais plutôt convaincu avant même de plonger dans ce projet spécifique-là. Après, il y a une marche qui est haute comme le bâtiment entre ce que j'ai fait en OSTD là-dessus et le code Rust qui est écrit dans le kernel, où là c'est vraiment du plumbing, c'est vraiment rendre des API C safe, donc écrire du code pour wrapper tout ça, tout est en unsafe, où ils développent même, où ils améliorent le compilateur Rust et tout pour que ça fit les use cases du kernel, la gestion des paniques, tout ça. Donc c'est un autre univers de code Rust. Mais sur l'intérêt en lui-même, je suis convaincu que c'est une bonne chose. Oui. Avec ton expérience de l'embarquer en écrivant du Rust comme ça, est-ce que tu t'es vraiment senti faire de l'embarquer? Parce qu'au moment, il faut faire l'initialisation de la cloque, la gestion du PWM, l'ADC, et justement là, en bassine, en fait, moi je trouve le travail. Et donc du coup, même pour l'utilisation des GPIO, en fait, tu as les interfaces qui vont bien, il y a le PAC en fait qui va chercher les bons registres, tu n'as pas besoin de gérer tout ça. Donc, quel a été ton ressenti sur ça? Sur l'expérience du point de vue développement embarqué, ouais, elle était très différente de ce que je connais en C. Je ne vais pas juste targeter mon registre, ok, j'enable avec ce bit-là et c'est fini. Là, il y a les abstractions Rust qui font tout pour nous. Donc l'expérience est très différente. C'est moins rigolo en termes de R&D, c'est sûr. Mais en même temps, je n'avais pas envie de me prendre spécialement la tête là-dessus sur des trucs hyper basiques. Donc ça m'allait bien. Et par contre, les abstractions, elles ne sont pas seulement là pour faire joli. Il y a aussi des aspects design qui protègent de pas mal de problèmes et pas seulement de problèmes de fuite mémoire ou autre. Par exemple, sur tout l'aspect singleton, sur tous ces périphériques. Avec ces API-là Rust pour accéder à nos périphériques, il y a des garanties que si un module a commencé à bidouiller dans mon générateur de clock, il ne peut pas y avoir un autre module qui le bidouille en même temps. Et ça, c'est des garanties qui sont offertes par les couches Rust de SPHL. Et globalement par toutes les couches Rust qui font des HAL pour l'embarquer. Ouais. Je me disais, déjà le débugage en Rust de base, les débuggers, ça marche moyennement. Est-ce que c'est possible de faire tourner un débugger en linké Alors, j'ai pas eu besoin pour ce projet, parce que les bugs que j'avais, ils étaient simples, le problème il était entre la chaise et le clavier. Mais c'est possible de plugger un debugger, je l'ai eu fait sur d'autres projets. C'était pas via JTAG, ça passait par-dessus la liaison série, mais ça marchait avec le LLVM DB, donc le debugger du projet LLVM, et j'arrivais à débugger mon code en Rust. Ouais. Alors par contre, de mémoire, quand j'avais fait ça, c'était pas du code NoSTD, je crois. Donc il y a peut-être une subtilité quand même dans la configuration des outils. Ouais. Petite continuation de la question, peut-être. Comme tu n'as pas de préemption, est-ce que tu t'es amusé à profiler un petit peu pour savoir combien de temps tu passais à faire des envois via la stack Wi-Fi? Est-ce que tu as eu besoin de le faire et si oui, c'est quoi les outils? J'ai pas du tout eu besoin de le faire encore. Ça serait effectivement intéressant de voir c'est quoi le coût runtime de l'Embassy Executor, tout ça. Est-ce que les interruptions éclatent souvent? Quel impact ça a? Les latences de réveil, tout ça. Mais j'ai pas eu besoin de jouer avec. Ça serait effectivement intéressant, surtout pour ce projet où la vitesse de prise en compte d'un appui-bouton elle est super importante. Mais ça pourrait être une extension de ce talk si je mets le nez là-dedans un jour. Ouais. Merci pour la suggestion. Ouais. Et sous le capot, en fait, d'Embassy, pour la stack TCP/IP, tout ça, ils réutilisent des outils genre IP, des trucs comme ça? Ça s'appelle Small TCP, la stack. Et c'est une stack? Et c'est une crate qui fournit une stack TCP/IP. Elle est en Rust, elle est en OSTD du coup, et voilà. Et derrière, j'imagine qu'elle va... Non, elle a peut-être même pas besoin de taper sur SPHL ou autre, elle doit être indépendante. Mais c'est du même acabit que Lightweight IP du coup, en termes de service. Merci pour votre attention.